Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Filière Sport, votre rendez-vous 100% sport éco à suivre comme vous le savez chaque mois sur notre antenne. La thématique du jour, la génération Z et sa relation au sport. Au sommaire de notre émission, ils ont donc entre 10 et 20 ans et font partie de la génération dite Z. À l'heure où les écrans se multiplient, la sédentarité devient un problème de santé publique et les modes de vie évoluent. Quelles sont les relations qu'entretiennent ces jeunes avec le sport? Leurs habitudes, leurs pratiques, comment le consomment-ils? Sont-ils plus ou moins actifs que leurs aînés? Vous saurez tout dans la première partie de cette émission. Ils sont encore plus jeunes et le ministère des Sports en a fait sa priorité. Le programme Savoir rouler à vélo s'adresse aux enfants des écoles maternelles et primaires. L'objectif est autonome sur 2 roues avant l'arrivée au collège. On vous dit tout avec notre invité Thierry Ducrest, le monsieur vélo pour l'ensemble des ministères. Bienvenue à tous, bienvenue à Virgile Caillé, bienvenue à Aymeric Detilly. Virgile, vous êtes délégué général de l'Union Sport et Cycle. C'est vous qui avez commandité l'étude que nous allons décortiquer au cours de cette émission. Et Aymeric, vous êtes responsable commercial du développement chez Urban Soccer. Et ensemble, nous allons parler dans cette première partie de la place du sport dans la vie quotidienne. Mais tout de suite, jingle, c'est l'heure de Money Time. C'est donc parti pour cette première partie de l'émission Money Time et j'ai le plaisir de recevoir Virgile Caillé. Vous êtes directeur général de l'Union Sport et Cycle. Virgile, on va parler de la place du sport dans la vie quotidienne de la génération Z. Alors, la génération Z, ils ont entre 10 et 18 ans et il y a une idée reçue à l'époque du jeu vidéo, de la multiplication des écrans, des smartphones, des ordinateurs et bien sûr un peu du c'était mieux avant. Les personnes faisant partie de la génération Z pratiquent le sport et en ont une image extrêmement positive. On découvre une infographie à l'antenne, 90% des 10-18 ans déclarent apprécier se défouler, bouger, être actif. Virgile Caillé, est-ce un résultat qui est une surprise pour vous ? Alors déjà, je pense Maxime qu'il faut rappeler que c'est une étude assez inédite en ce sens où on a rarement l'habitude d'aller solliciter les 10-18 ans, ce sont des mineurs, donc il y a un cadre juridique dans ce qu'on appelle les sondages. Et là donc c'est une étude assez nouvelle qui a été réalisée avec l'Union Sport et Cycle, le ministère des Sports, le Paris SG et puis l'équipe. Ça vous dit à quel point ces acteurs-là sont intéressés pour en connaître un petit peu plus sur la génération Z. Alors, vous me demandiez si c'était un résultat surprenant. Oui et non, ce n'est pas un résultat surprenant parce que c'est simplement la confirmation que le sport pour cette génération est un véritable marqueur social. C'est quelque chose de déterminant, que ce soit le sport qui se regarde ou le sport qui se pratique. Et puis ensuite, un peu surprenant, des taux très élevés sur la pratique parce qu'il y a quand même une vraie différence justement entre l'intérêt et la pratique. Et je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin dans l'étude pour bien décrypter les leviers. On y reviendra sur la pratique. Aymeric Detilly vous accompagne. Aymeric, vous êtes responsable du développement pour la marque Urban Soccer. Aymeric, est-ce que vous ressentez cet engouement de la part de ces jeunes pour l'effort physique au sein de vos centres ? Oui, bonjour. Oui, on ressent cet engouement. C'est vrai qu'au départ, Urban Soccer était vraiment destiné, on va dire, à une catégorie un peu plus âgée et qu'au fil des années, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai potentiel et un vrai intérêt pour la pratique pour les plus jeunes. Et c'est pour ça que depuis un certain nombre d'années maintenant, on a développé des produits vraiment spécifiques à cette tranche d'âge. Sachant que, comme vous disiez, on va le voir plus tard, mais ces jeunes ne consomment pas de la même façon qu'ils aient 11, 12 ans ou 18, 19 ans, quoi. Alors justement, on avait plein de questions, ces jeunes, parce que ni vous ni moi ne faisons partie de cette génération Z. Et le meilleur moyen d'avoir des réponses à des questions, c'est d'aller à la rencontre de ces jeunes, écouter leurs témoignages. Pour maigrir, la santé, oui. Pour maigrir. Ouais, pour maigrir déjà. Parce que des fois, je prends un peu de poids. Et pour gagner et garder notre... Quand je pars en vacances, je prends un peu de poids, du coup, je veux... Pour garder notre rythme. Voilà. C'est pour la santé aussi, c'est important. Pour entretenir mon corps et parce que tout simplement le basket c'est une passion pour moi, quoi. Depuis tout petit on regarde le basket et franchement, ça nous a motivés, quoi. Ouais, voilà. Et en plus franchement le sport
c'est un moyen de se défouler et tout, c'est pas mal. Celle de Moi, nos parents, ils faisaient plus de sport En fait, avant ça dépend. que notre Moi, je- génération. Ouais, voilà. Parce que nous, on est flemmards. On a la Voilà, flemme de ouais. tout. Et voilà. Enfin, la plupart des jeunes, enfin, Ouais, personnellement voilà. pas moi, mais la plupart des jeunes, c'est vraiment des flemmards et tout. Et Voilà. ils ont un peu la flemme. Non. Ah non, moins. Mais mon père fait beaucoup de sport. Mais moi, si je serais un garçon, je ferais pas de sport, j'ai trop la flemme. Netflix. Je regarde plus de sport sur mon téléphone que sur ma télé parce que comme ça je peux regarder juste des actions impressionnantes qui sont souvent plus courtes. J'ai pas envie de me poser et de regarder 1h30 d'un match ou quelque chose comme ça. Moi, plus sur la télé que sur mon téléphone. Pourquoi? Bah parce que C'est plus grand. bah, sur mon téléphone, je regarde pas de sport. Si moi, je regarde le foot. Et parce que c'est plus grand déjà sur la télé. Et donc c'est mieux. Franchement, non, je pense que tous les sports peuvent être pratiqués par l'un et l'autre. Après, c'est sûr qu'il y a des sports dans lesquels certains corps auront plus de facilité que d'autres. Mais je pense que ça ne dépend pas du sexe, mais plus du corps qu'on a à la naissance. Des propos recueillis par notre journaliste Tom Viala, on le remercie. Virgile Caillé, 63% des enfants et adolescents de 10 à 18 ans déclarent pratiquer une activité physique et sportive. Donc on en vient à cette pratique. Une réponse qui arrive juste derrière écouter de la musique ou regarder des vidéos sur YouTube ou Netflix, un peu comme on a pu l'entendre dans ce reportage. Est-ce que ce chiffre vous paraît élevé ? Alors, en fait, c'est intéressant de suivre ce reportage parce que finalement, il décrit pas mal toutes les réponses qu'on a pu avoir dans l'étude. Et c'est intéressant le phénomène, on va dire, la sphère d'intérêt et de plaisir qui existe autour de ces jeunes de 10 à 18 ans. Dans les 3 principales réponses que l'on obtient, il y a effectivement écouter de la musique. On l'a vu, un certain nombre d'entre eux avaient des écouteurs. Il y a le fait de regarder des vidéos et ensuite, il y a le fait de faire du sport. Et finalement, on a l'impression qu'il faut que tout ça soit mêlé, en quelque sorte, pour qu'ils y trouvent du plaisir. C'est une vraie remise en question de la façon dont on propose l'offre sportive aujourd'hui aux jeunes. Il faut arriver désormais à conjuguer de la vidéo, vous avez parlé de YouTube, de la musique et puis effectivement de la pratique sportive. Alors, moi, j'aimerais bien quand même avoir la réponse à l'une de mes questions. Elle n'est pas dans l'étude. Est-ce que ces jeunes font plus de sport, entre guillemets, que nous ? Alors, je pense qu'ils en font différemment. Et d'ailleurs, c'est intéressant, certains des jeunes ont répondu un peu sous cet angle-là. C'est-à-dire qu'on va être dans une pratique probablement beaucoup plus libre, beaucoup plus autonome. Et on le voit d'ailleurs dans l'étude, qu'il y a de moins en moins de jeunes qui déclarent pratiquer dans les clubs. Ça, c'est un vrai sujet. Il y a aussi une forme de désintérêt pour la pratique scolaire. Et donc, il va falloir probablement qu'on construise une autre offre sportive pour cette génération des 10-18. Mais il reste tout aussi, voire plus intéressés par le sport. Et je pense que sur la pratique, il va falloir aller chercher des offres un petit peu plus structurées, comme peuvent le proposer les clubs de foot à 5 chez Urban Soccer. Alors justement, Aymeric, chez Urban Soccer, quelle est la part des personnes dites de la génération Z parmi l'ensemble de vos clients ? Alors, il y a plusieurs réponses possibles. D'abord, il faut savoir que en termes de location aujourd'hui, sur la partie location, c'est globalement quand même encore des adultes et voire des seniors. Maintenant, sur l'ensemble de nos visiteurs, on a de plus en plus de cette catégorie-là parce que on a adapté, comme le disait Virgile à l'instant, un certain nombre de produits pour répondre à cette demande. Et c'est vrai qu'on a, pour les plus jeunes, une école de football avec la PSG Academy dans la plupart de nos centres en Île-de-France, ou sinon avec les clubs locaux dans les villes dans lesquelles on est installé. On propose aussi des stages, et ça c'est une autre façon aujourd'hui d'aller chercher les jeunes de 13 à 16 ans, c'est-à-dire en effet de leur offrir une offre globale où on va y intégrer un peu de jeux vidéo, un peu de vie en communauté, un peu de musique et du football bien évidemment. Et après, on a tout ce qui est compétition qui est là pour les un peu plus âgés, donc 17-22 ans,
où on essaie de mettre en place des tournois un peu jeunes et jeunes adultes en fait. Parce que justement, ce que montre clairement cette étude, c'est que les chiffres sont plutôt bons sur la tranche 10-18, mais quand on va regarder l'étude de manière très précise, entre 10 et 16, ça va, mais entre 16 et 18, il n'y a plus personne, entre guillemets. Alors, je m'adresse à Virgile et après on reviendra sur ce que vous disiez. Est-ce qu'il ne s'agit pas là d'un phénomène tout simplement normal ? Entre 16 et 18, on a peut-être autre chose à faire que d'aller faire du sport. On est peut-être plus intéressé par les copains, les copines. Alors, encore une fois, il faut aller chercher tous les paradoxes de cette génération. La culture française veut qu'il faille à un moment donné choisir entre la pratique sportive et puis les études. Vous allez chez les anglo-saxons, au contraire, il faut arriver à conjuguer les deux. Donc je pense que c'est plus un problème culturel et puis un problème générationnel, comme on le voit avec ces jeunes. Il faut leur parler autrement. Il va falloir s'adresser à eux autrement pour leur parler de sport. Effectivement, ils parlent de flemme dans le reportage que vous nous avez montré. Pour autant, on s'aperçoit que pour certains d'entre eux, ils vont beaucoup pratiquer, faire beaucoup de répétitions, mais ces répétitions doivent s'alterner avec de la musique, avec des vidéos. Il faut que ce soit effectivement gai, assez ludique. Donc tout ça est très paradoxal. Je pense qu'il faut arriver à les guider vers plus de pratique, mais il faut répondre à leurs attentes. Alors justement, on a un exemple concret et vous en avez un petit peu parlé. Qu'est-ce que vous mettez en place pour attirer les 16, 17, 18 ans chez Urban Soccer ? C'est ce que disait Virgile, c'est-à-dire que c'est vrai qu'à partir de 16 ans, aujourd'hui, les enfants, les jeunes adultes commencent à quitter soit les clubs de foot traditionnels, vous voyez des catégories en U18 par exemple dans les clubs, c'est de moins en moins fréquenté. Nous, on a essayé de mettre en place un certain nombre de produits, notamment, et j'en parlais tout à l'heure, sur des stages où on va donner la possibilité aux jeunes de vivre une expérience un peu plus poussée que seulement juste apprendre à jouer au football. Après, et je voudrais en revenir à ce que disait aussi Virgile, c'est un aspect assez culturel. C'est-à-dire qu'en France, et à un moment donné, il faut choisir entre les études et le sport. Et aujourd'hui, personne ne dit qu'il faut faire les études et le sport. Et je pense que souvent on dit ah oui, alors si t'es pas bon à l'école, eh ben on va te priver de sport. Et c'est tout l'inverse qu'il faut faire. C'est au contraire en mettant la passion du sport et de la pratique sportive au cœur de l'ADN des enfants. Donc c'est le sport à l'école qu'on va faire naître cette volonté aux enfants de pratiquer un sport, non pas juste. Alors aujourd'hui oui, c'est pour se défouler, mais c'est aussi de pratiquer un sport. C'est extrêmement enrichissant à plein des égards. Et donc, c'est vraiment un changement culturel. Et là, je vois les élections municipales, personne ne parle de sport. Personne ne parle de sport. C'est quand même, on parle de l'écologie, on parle de tout, sauf de sport. Et notamment de sport à l'école. Ouais. Et la transition donc, est toute faite puisqu'on va en parler. État de la pratique du sport à l'école. Il y a le sport pendant les heures de classe, de la maternelle jusqu'au bac. Les fédérations scolaires et universitaires encadrent la pratique du sport à l'école comme un peu le prolongement du temps scolaire. Virgile Caillé, on a déjà eu des petits éléments de réponse. Est-ce que l'offre de sport à l'école, elle est suffisante et est-ce qu'elle est à la hauteur de l'enjeu que ça représente finalement ? Alors, je dois avouer que cette partie de l'étude nous a un petit peu inquiétés. Et je pense que j'ai hâte de pouvoir partager ça avec le ministère des Sports, avec le ministère de l'Éducation nationale, parce qu'il y a probablement vraiment à réfléchir en profondeur sur la façon dont on va délivrer les cours d'éducation physique. Il y a trois phénomènes qui se dégagent de cette étude. D'abord, le manque d'intérêt globalement. Ce n'est pas des sports qui plaisent, ou en tout cas, ça ne se passe pas de façon ludique. Ensuite, il y a une dimension un peu clivante, segmentante. Je me sens pas à l'aise. Et puis enfin, la différence de niveau qui peut s'entendre pour les moins bons qui considèrent qu'ils n'ont rien à faire dans ce cours-là et pour les meilleurs qui considèrent qu'eux aussi s'ennuient dans ce cours-là. Donc il y a un vrai travail de refonte complètement de l'offre de pratique au sein de l'éducation nationale et c'est absolument dommage parce que le sport, comme on l'a vu au début de l'étude, c'est un marqueur déterminant, c'est un vrai marqueur social important pour ces jeunes et donc c'est dommage qu'on ne trouve pas le prolongement dans leur pratique scolaire. Émeric, vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire ? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si je suis encore jeune parent, nos enfants, donc, qui ont entre 12 ou 8 et 15, 16, 17 ans, pratiquent à l'école exactement les mêmes sports que nous, avec des enjeux. Ça n'a pas évolué. Ça n'a pas énormément évolué. Et en effet, les enfants ne s'y retrouvent pas forcément. Et donc, il y a clairement une offre de pratique
différentes à proposer à l'école et certainement à mieux l'adapter aux enjeux des jeunes aujourd'hui. Alors justement, un tiers des élèves sondés jugent que le sport à l'école n'est pas satisfaisant. Près de la moitié ne sont pas incités à pratiquer un sport à l'extérieur. En fait, ça ne donne pas envie. Et quand on met en regard vraiment les sports qui intéressent, le football, la natation, le vélo, mais moi, peut-être comme vous, j'ai jamais fait de foot à l'école, j'ai jamais fait de natation, j'ai jamais fait de vélo. Finalement, les sports qui intéressent ne sont pas dans les écoles. Alors, ils ne sont pas forcément ceux qui sont proposés et surtout, c'est la façon de les proposer. Il y a une réponse qui est assez intéressante. Il y en a quand même près de 40% qui déclarent qu'ils n'ont pas l'impression d'apprendre quelque chose. Ça veut bien dire qu'ils sont quand même en attente. Donc, effectivement, la réponse n'est pas au niveau de leurs attentes et je pense que c'est vraiment un axe de progression fort parce que sinon, comme vous le disiez tout à l'heure, vers 16-18 ans, on va perdre des gens qui vont s'écarter de la pratique sportive, qu'on retrouvera probablement vers 35-40 ans, mais en tout cas, on perd toute une partie de cette génération. Rappelons-le, la génération des 10-18 ans, c'est quand même 8 millions de Français, donc c'est pas neutre et c'est des gens à qui il faut apprendre la culture de l'entretien de son capital santé. Émeric, est-ce que vous aimeriez que le foot fasse son apparition dans les programmes scolaires ? Ouais, bien sûr. Maintenant, je dis pas ça pour votre business, hein. Je dis ça pour l'intérêt général. Clairement. Moi, à côté de ça, je suis président d'un club de foot et on a réussi depuis maintenant 2 saisons à installer sur les temps périscolaires une activité de découverte du football dans l'école. Après, c'est vrai que parfois, les installations d'une école ne permettent pas forcément l'apprentissage dans les meilleures qualités. Maintenant, ce qui est sûr aussi, ce que disait Virgile, c'est que les enfants, même plus jeunes, maintenant, sont demandeurs d'un apprentissage plus développé. Et c'est-à-dire que plus vous mettez un éducateur formé avec vraiment des velléités non pas forcément de performance, mais en tout cas d'apprentissage fort, plus les enfants adhèrent au projet, sont mobilisés et donc ça leur donne vraiment envie de poursuivre. Juste comme ça, de toucher à tout, c'est bien jusqu'à un certain âge sans doute parce que ça permet de découvrir le sport et c'est super. Mais à un moment donné, les enfants, même à 10, 11, 12 ans, veulent déjà plus, quoi. Virgile, le cadre de la pratique sportive, est-ce qu'il a évolué ? Parce que dans l'étude, on voit que plus on avance dans l'âge et moins on pratique en club. 64% des 10-12 ans pratiquent en club contre seulement 31% des 16-18 ans. Le club n'a plus vraiment le vent en poupe. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que ça diffère par rapport à avant ? Ça n'a pas un caractère inéluctable, mais en fait, on fait la même analyse que ce qu'on disait précédemment, à savoir que l'offre qui est proposée en club, c'est-à-dire une offre assez rigoureuse, des temps d'entraînement, des obligations d'entraînement pour aller au match, etc., eh bien, c'est une offre qui finalement ne correspond plus au mode de fonctionnement, au mode de vie de cette génération. Alors que ce que propose Émeric, par exemple, ça se cale sur les modes de vie, justement. Exactement, et puis il faut aussi prendre en compte les nouvelles aspirations, c'est-à-dire que parfois, des gamins vont vouloir simplement reproduire une célébration, reproduire un geste technique, des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Donc ça rompt avec les habitudes. Et je pense que vis-à-vis de cette génération, c'est nous qui allons devoir nous adapter et pas l'inverse. Bon, on pourrait parler encore, je pense, une bonne heure sur ce sujet, mais c'est déjà la fin de cette première partie de l'émission. On va se retrouver tout de suite pour la seconde partie de l'émission. On va parler de vélo et c'est l'heure tout de suite de notre rubrique Contre la montre. Retour pour cette seconde partie de votre émission Filière Sport. Et comme dans toutes les secondes parties de cette émission, nous allons parler de vélo. Et mon invité aujourd'hui s'appelle Thierry Ducrest. Il est coordinateur interministériel consacré au vélo. C'est un peu le monsieur vélo qui parle à l'ensemble des ministères. Il va nous parler d'un programme qui s'appelle Savoir rouler à vélo. L'objectif, permettre aux enfants de savoir faire du vélo avant l'arrivée au collège. Bonjour monsieur Ducrest et merci d'être avec nous. Pourquoi avoir lancé un programme comme celui-ci? Est-ce que les enfants finalement ne sont pas suffisamment familiers avec le vélo dans notre pays? Non, alors effectivement, on observe, on a un certain nombre d'indices qui nous montrent que le pratique du vélo chez les enfants continue de baisser, y compris dans les villes qui sont déjà bien engagées dans les politiques cyclables. Donc c'est un vrai sujet, à la fois parce qu'il y a une forte volonté du gouvernement en particulier de développer le vélo en France, avec un objectif de tripler son usage pour les transports du quotidien. Mais c'est aussi des enjeux de santé publique, la lutte contre la sédentarité en particulier, voilà, et puis des promotions du sport de manière générale.
Alors concrètement, comment ce programme fonctionne-t-il? On met des vélos dans les écoles et il y a des formateurs qui viennent pour leur faire du vélo? Oui, alors c'est à peu près ça. Le programme Savoir rouler à vélo, c'est d'abord, donc c'est un objectif, hein, vous l'avez dit, c'est que tous les enfants qui avant d'entrer au collège, sachent faire du vélo en autonomie. Et donc ça veut dire qu'il faut avoir appris à faire du vélo, après avoir appris le code de la route, et puis apprendre les comportements sur la route concrètement. Et donc ça, c'est le kit pédagogique qu'a établi le ministère des Sports. Donc c'est un module de formation de 10 heures pour des enfants, pour apprendre ces 3 étapes, les 3 blocs. Et donc effectivement, avec des formateurs, bien sûr, pour passer ces 3 étapes. Alors quel type d'établissements sont concernés? Est-ce qu'il y a un maillage uniforme sur l'ensemble du territoire? J'imagine que c'est compliqué de faire ça dans toutes les écoles. Oui, alors tout à fait. Le programme s'appuie sur des pratiques qui existent déjà. Alors parfois c'est dans les écoles, parfois c'est les mercredis après-midi après la classe, parfois c'est dans les centres aérés, ça peut être même sur des vélos-écoles spécialisés tenus par des associations. Et donc le programme Savoir rouler à vélo, c'est un partenariat aussi avec une douzaine de partenaires, des fédérations françaises de sport, Fédération française du vélo, du cyclotourisme, etc. Des fédérations, des associations qui représentent les assurances, la sécurité routière. Et tout ça crée un écosystème de partenaires qui sont capables d'intervenir ou de conseiller ou de former des formateurs donc dans les écoles, dans les centres aérés. Et donc c'est pas que pendant les heures de classe finalement? Non, ça peut être... toute organisation est possible. Et donc c'est un peu d'ailleurs l'importance des années qui viennent, c'est de développer les cas et de chaque commune, chaque collectivité, chaque école, chaque centre aéré s'empare un peu du sujet et le développe. Il y a un fort enjeu pour arriver à une généralisation à toute une classe d'âge. Le programme a démarré en 2019 et donc il est encore tout récent. Et donc on estime qu'il y a 8500 enfants qui ont eu une attestation délivrée l'année dernière. Et donc l'objectif c'est 800 000. Donc il faut booster toutes les énergies. Et là on est à combien? Pour le début de l'année, on n'a pas encore les chiffres, mais voilà. Donc, combien d'établissements à peu près sont concernés? Ça, je ne saurais pas vous répondre. Mais en tout cas, sur les partenaires qui sont dans l'opération, il y a à peu près 2100 sites sur le territoire français qui ont été recensés, qui permet d'avoir un correspondant donc, dans une fédération, dans une association qui connaît le programme Savoir rouler à vélo et qui va pouvoir aider une commune, une école, un centre aéré à le déployer. Mais il y a des vraies disparités entre le monde urbain et le monde rural. C'est pas un peu ça l'enjeu que le vélo rentre aussi dans le monde rural? Les distances sont plus longues? Oui, tout à fait. Alors en fait, donc vous avez raison. Aujourd'hui, on voit pour ceux qui pratiquent les grandes villes, le vélo décolle, en tout cas dans beaucoup d'endroits. On sent que là, il y a quelque chose qui se passe sur le vélo. En territoire moins dense ou dans les périphéries, le vélo est encore émergent, voire en décroissance dans les territoires. Pourtant, il y a 30 ans de ça, c'était l'inverse. Donc il y avait plus de vélos pratiqués dans les territoires ruraux qu'en monde urbain. Donc il s'agit de retrouver des nouvelles habitudes. Hein. C'est une histoire de changement de culture. Tous les déplacements dans les territoires ruraux ne font pas 20 km. On estime qu'il y a à peu près, France entière, il y a 60% des déplacements en voiture font moins de 5 km sur la France entière. Voilà, donc il y a un potentiel pour le vélo qui est énorme. Alors, d'après une étude, 50% des usagers du vélo en ville déplorent un manque de civisme de la part de leurs concitoyens, concitoyens automobilistes. Est-ce que ce programme est une solution pour finalement sensibiliser le plus grand nombre au partage de la route? Alors tout à fait, il y a un module code de la route, donc c'est effectivement très important que les enfants apprennent le bon comportement. Je voudrais aussi dire que ce qui est important, c'est que les enfants, ils apprennent à faire du vélo, ils pratiquent, ils prennent le goût de l'apprentissage du vélo. Il y a un deuxième effet, c'est qu'une fois qu'ils ont pris le goût, ils entraînent leur famille. Et donc non seulement les cyclistes de cet âge-là sont les cyclistes de demain, mais en plus il y a un effet d'entraînement et donc d'apprentissage collectif aussi du bon comportement sur la route. Et donc oui, il y a tout à fait cet enjeu-là de la sécurité et d'apprendre à bien se comporter. Il y a des gestes à savoir, il y a des comportements à obtenir, des règles de cohabitation. Voilà, et puis bien sûr, ça ne peut pas se faire non plus sans des aménagements cyclables de qualité qui vont permettre de pouvoir rouler en sécurité, surtout quand on est jeune. Alors, d'après cette même étude, 63% des usagers du vélo en ville souhaitent qu'il y ait plus de pistes cyclables. Est-ce que vous ressentez une prise de conscience de la part des collectivités territoriales? On est maintenant à très très peu de temps avant les élections
municipale. Est-ce que c'est un sujet ? Oui, oui, tout à fait. Il y a plein d'indicateurs qui nous montrent que le vélo prend de l'ampleur. C'est devenu un vrai sujet de société. Alors, une des étapes a été l'annonce par le gouvernement et le Premier ministre du plan vélo en 2018, que je le disais, a un objectif de tripler l'importance du vélo. C'est des enjeux d'intérêt public, la santé, la transition écologique. C'est aussi un moyen de transport pas cher. Donc ça répond à plein d'enjeux de société. Et puis il y a une demande de plus en plus importante des habitants qui veulent pouvoir pratiquer le vélo en sécurité, sans être inquiets sur la cohabitation avec les véhicules et puis toute une thématique aussi sur le stationnement. Alors très rapidement, pendant les grèves, les usagers des transports en commun, les automobilistes se sont mis au vélo, ils n'avaient pas le choix. Aujourd'hui, on est post-grève. Est-ce que vous avez des premiers chiffres ? Est-ce que la tendance tient ? Alors la pratique du vélo a fortement augmenté, alors surtout sur Paris et la Petite Couronne, puisque c'est là où la grève a été la plus impactante. Et donc oui, il y a eu un effet booster incroyable sur le vélo. Donc la ville de Paris en particulier a publié pas mal de chiffres, donc x2, x3 par rapport aux semaines qui précédaient les grèves, donc c'est tout à fait colossal. Et donc la post-grève, il en reste quelque chose assurément, puisque les trafics aussi, les études de trafic aussi confirment qu'on est sur des trafics comparables à ceux du mois de septembre. Ceux du mois de septembre qui étaient déjà 50% supérieurs à ceux de l'année d'avant. Enfin, donc voilà, on est, alors qu'en période d'hiver, souvent la pratique du vélo baisse pour des raisons climatiques. Et donc là, on est sur des niveaux hauts de pratique. Donc ouais, tout à fait, il y a un effet booster des grèves sur le vélo. Bon, la grève a eu son lot d'effets positifs. Oui, on ne peut pas se réjouir des conséquences que la grève a eues, mais en tout cas, il y a eu ça. Merci Thierry Ducrest d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de cette émission. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Filière Sport. Restez bien sur Sport en France. Bonne soirée à tous.